La pluie battait les fenêtres de l'hôtel particulier tandis qu'Élise de Montfaucon se tenait droite, un sourire poli figé sur ses lèvres, pendant que le comte d'Aubry annonçait leur fiançailles à la société parisienne. Dans un coin du salon doré, Gabriel, duc de Saint-Cloud, observait la scène avec une douleur silencieuse qu'il n'avait jamais osé nommer, ses doigts se crispant imperceptiblement sur son verre de champagne. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée élégante, mais tout bascula lorsqu'un marquis s'approcha d'Élise, s'inclina respectueusement et prononça les mots que personne n'avait jamais vraiment dit. « Madame Élise de Montfaucon, permettez-moi de vous féliciter. » Pour la première fois, le regard d'Élise s'illumina d'une flamme nouvelle, comme si elle venait soudain d'exister pleinement, tandis que Gabriel comprenait, avec un retard cruel, ce qu'il n'avait jamais eu le courage de faire. Paris se noyait sous une pluie fine et persistante ce soir-là. Les pavés luisaient comme des miroirs sombres reflétant les lumières des hôtels particuliers où la haute société se réfugiait du mauvais temps. Dans l'un de ces salons aux lustres scintillants, Élise de Montfaucon se tenait près d'une fenêtre, observant les gouttes qui dessinaient des chemins sinueux sur le verre. À 23 ans, Élise était ce que l'on appelait une jeune femme accomplie. Son éducation irréprochable, sa dot confortable et son nom ancien faisaient d'elle un parti recherché. Pourtant, dans les cercles qu'elle fréquentait, elle semblait toujours légèrement en retrait, comme une ombre gracieuse qui se fondait dans les tapisseries. Ce soir était différent. Les invités n'étaient pas venus simplement pour un dîner ou une soirée musicale. Ils étaient là pour l'annonce officielle de ses fiançailles avec le comte Henri d'Aubry, un homme de 35 ans respecté pour sa fortune, son influence et sa réputation d'homme raisonnable. Élise, venez donc. Votre fiancé vous cherche. La voix de sa tante la ramena au présent. Élise lissa sa robe de soie bleu pâle et se dirigea vers le centre du salon où le comte l'attendait. Grand, élégant, avec des favoris parfaitement taillés, Henri d'Aubry incarnait l'idéal du gentilhomme. Son sourire toujours mesuré n'atteignait jamais vraiment ses yeux, mais personne ne semblait le remarquer. « Ah, vous voilà ma chère, dit-il en lui offrant son bras. J'étais en train de discuter avec votre ami d'enfance. » À côté de lui se tenait Gabriel, duc de Saint-Cloud. À 28 ans, Gabriel avait hérité jeune d'un titre prestigieux et d'une fortune considérable. Ses cheveux bruns et ses yeux d'un bleu profond contrastaient avec la pâleur habituelle de son visage. Élise et lui avaient grandi dans des propriétés voisines, partageant lecture et promenade pendant des années. Gabriel dit doucement: « Élise, je suis heureuse que tu sois venue. » Le duc s'inclina, légèrement. « Je n'aurais manqué cela pour rien au monde, » répondit-il d'une voix neutre que seule Élise pouvait percevoir comme légèrement tendue. Le comte frappa dans ses mains pour attirer l'attention. Le silence se fit progressivement dans le salon bondé. Henri d'Aubry, tenant toujours Élise par le bras, annonça d'une voix claire et assurait leurs fiançailles, évoquant l'alliance de leur famille, les projets d'avenir, le mariage prévu au printemps. Élise souriait comme il convenait, tandis que les applaudissements résonnaient autour d'eux. Gabriel applaudit aussi, mécaniquement. Son regard ne quittait pas Élise, mais elle ne le regardait pas. Elle ne regardait personne en particulier, ses yeux semblant fixer un point invisible au-dessus des têtes de l'assemblée. La soirée suivit son cours prévisible. Les femmes entourèrent Élise pour la féliciter, les hommes félicitèrent le comte. On servit du champagne, on discuta des préparatifs, on évoqua discrètement la dot substantielle. Élise répondait poliment, souriait, acquiesçait. Personne ne semblait remarquer qu'elle parlait peu, que son sourire ne variait jamais d'intensité, que ses yeux restaient lointains. Personne sauf peut-être Gabriel, qui l'observait depuis un coin du salon, un verre à peine touché à la main. C'est alors qu'un homme d'âge mûr, le marquis de Valmont, s'approcha d'Élise. Il s'inclina devant elle avec une déférence qui n'était pas simplement protocolaire. « Madame Élise de Montfaucon, dit-il d'une voix posée, permettez-moi de vous présenter mes sincères félicitations. » Ce n'était pas tant les mots que la manière. Il s'adressait à elle comme à une personne entière, pas comme à un accessoire du comte ou à une simple silhouette gracieuse. Il la nommait, la voyait. Le visage d'Élise changea subtilement. Ses yeux s'animèrent d'une lueur nouvelle, son sourire devint plus vrai, plus présent. Pour la première fois de la soirée, elle semblait véritablement là. De l'autre côté du salon, Gabriel vit cette transformation. Quelque chose se brisa en lui, une certitude ancienne peut-être, ou une illusion longtemps entretenue. Il comprit avec une clarté douloureuse que pendant toutes ces années, il n'avait jamais vraiment regardé Élise. Il l'avait vue sans la voir, présente mais invisible. Et maintenant, il était trop tard. Gabriel quitta la soirée de fiançailles avant les autres invités, prétextant une affaire urgente. La vérité était plus simple et plus cruelle. Il ne supportait plus de voir Élise au bras du comte d'Aubry. Dans son carrosse qui traversait Paris sous la pluie, il revivait la scène avec le marquis de Valmont, ce moment où le visage d'Élise s'était illuminé d'une présence nouvelle. « Madame Élise de Montfaucon ». Ces mots résonnaient dans sa tête.
Pourquoi n'avait-il jamais prononcé son nom ainsi avec cette déférence qui reconnaissait son existence pleine et entière? Pourquoi s'était-il contenté d'Élise comme on appelle un enfant ou un être familier dont on ne questionne jamais la profondeur? Le lendemain matin, Gabriel se leva tôt, l'esprit encore agité. Il s'installa à son bureau et commença à écrire une lettre à Élise, puis la déchira. Que pouvait-il lui dire maintenant qu'elle était promise à un autre, qu'il venait de comprendre qu'il l'aimait, que pendant toutes ces années d'amitié, il n'avait jamais vraiment vu qui elle était? De son côté, Élise s'éveillait dans sa chambre aux rideaux de mousseline. La soirée de la veille lui revenait par fragments, les félicitations, les sourires, la main ferme du comte sur son bras, et puis ce moment étrange avec le marquis de Valmont, cette sensation d'être soudain reconnue, nommée. Sa femme de chambre entra, portant un plateau avec du chocolat chaud et une lettre, de la part du comte d'Aubry. « Mademoiselle, il passera vous prendre à midi pour une promenade au bois. » Élise ouvrit l'enveloppe. L'écriture du comte était comme lui, droite, élégante, maîtrisée. Il informait Élise de l'heure exacte où il viendrait, du temps qu'il comptait passer avec elle, et même du sujet qu'il souhaitait aborder, les arrangements pour leur future résidence. Elle replia la lettre, songeuse. Était-ce ainsi que serait sa vie? Planifiée, organisée, prévue dans les moindres détails par un homme qui semblait tout savoir d'avance. À midi précis, le comte arriva. Leur promenade au bois de Boulogne fut agréable, si l'on considérait l'agrément comme l'absence de désagrément. Henri d'Aubry parlait bien, marchait à un rythme convenable, saluait avec la juste mesure de cordialité les personnes qu'il croisait. Il expliqua à Élise comment il envisageait leur vie commune, les réceptions qu'il donnerait, les saisons qu'il passerait à Paris ou dans ses terres. « Vous vous y ferez rapidement, dit-il avec un sourire qui ressemblait à une certitude. J'ai toujours pensé qu'une femme s'épanouit mieux dans un cadre bien défini. » Élise acquiesça poliment, mais une partie d'elle-même, une partie qu'elle n'avait jamais vraiment écoutée auparavant, se demandait si s'épanouir consistait à s'adapter au plan d'un autre. 3 jours plus tard, Gabriel et Élise se retrouvèrent face à face à l'opéra. C'était inévitable, leur cercle se recoupait trop pour qu'ils puissent s'éviter longtemps. Dans le grand escalier de marbre entouré de la foule élégante qui montait vers les loges, ils échangèrent les politesses d'usage. « Comment vous portez-vous » Élise demanda Gabriel, conscient soudain de la formalité nouvelle entre eux. « Fort bien, je vous remercie » répondit-elle avec la même distance polie. Mais leur regard disait autre chose. Dans les yeux de Gabriel, Élise vit une intensité qu'elle n'y avait jamais remarquée auparavant. Dans ce délice, Gabriel perçut une interrogation, peut-être même un doute. Le comte les rejoignit, plaça sa main sous le coude d'Élise avec une possession tranquille et les dirigea vers leur loge. Gabriel les suivit du regard, puis se dirigea vers la sienne, quelques loges plus loin. Pendant tout l'opéra, Gabriel ne put s'empêcher de tourner discrètement la tête vers la loge où Élise était assise, droite et attentive, à côté du comte. À un moment, leurs regards se croisèrent brièvement. Ce fut fugace, mais suffisant pour que Gabriel sente son cœur se serrer. À l'entracte, il fit ce qu'il n'aurait jamais osé faire auparavant. Il écrivit quelques mots sur une carte et la confia à un garçon de salle pour qu'elle soit remise à mademoiselle de Montfaucon. Élise, seule un instant dans la loge pendant que le comte échangeait des politesses dans le couloir, reçut la carte et la lut rapidement. « Madame Élise de Montfaucon, permettez-moi de vous dire que vous êtes la personne la plus remarquable que j'ai jamais connue. J. » Elle releva les yeux, cherchant Gabriel dans la salle. Leurs regards se croisèrent à nouveau, plus longuement cette fois. Puis le comte revint, et Élise glissa rapidement la carte dans son réticule. En rentrant ce soir-là, Élise relut plusieurs fois le message de Gabriel. Ces mots si simples résonnaient en elle d'une façon étrange. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant, quand ils passaient des heures ensemble, quand rien ne les séparait? Les jours suivants apportèrent d'autres réalisations. Lors des visites formelles que le comte lui rendait, Élise commença à observer des détails qui lui avaient échappé. La façon dont Henri d'Aubry parlait toujours pour elle dans les conversations. Comment il répondait aux questions qu'on lui posait à elle. Comment il décidait toujours de l'heure de départ, du sujet de conversation, de la prochaine activité. Ces observations s'accumulaient comme des gouttes d'eau, formant lentement un miroir dans lequel Élise voyait se refléter son avenir, une existence parfaitement orchestrée où elle n'aurait qu'à suivre le tempo imposé par un autre. Et pendant ce temps, les lettres discrètes de Gabriel continuaient d'arriver, glissées par sa femme de chambre entre les pages d'un livre ou cachées dans un bouquet. Des lettres où il lui parlait comme personne ne l'avait jamais fait, où il la voyait vraiment. Les semaines suivant l'annonce des fiançailles s'écoulèrent dans un tourbillon de visites, de réceptions et de préparatifs. Le comte d'Aubry, méthodique en toutes choses, avait établi un calendrier précis des événements menant au mariage. Chaque journée d'Élise était désormais planifiée avec une rigueur qui ne laissait rien au hasard.
Demain nous rendrons visite à ma tante la baronne, annonça-t-il un après-midi, alors qu'il prenait le thé dans le petit salon des Montfaucon. Puis nous passerons chez le notaire pour discuter des arrangements financiers. J'ai pris la liberté de commander votre robe de mariée chez Madame Doucet. Elle a mes instructions précises. Élise leva les yeux de sa tasse. Vos instructions? Ne devrais-je pas choisir ma propre robe? Le comte sourit avec indulgence. Ma chère, vous n'avez pas à vous préoccuper de ces détails. J'ai un goût excellent, tout le monde le reconnaît. Et puis ajouta-t-il en baissant légèrement la voix, les jeunes filles ont parfois des idées, disons, peu adaptées à leur position. Il y avait dans sa voix une certitude tranquille qui n'admettait pas la contradiction. Élise sentit une vague de froid l'envahir, mais elle se contenta d'incliner la tête en signe d'acquiescement. Que pouvait-elle dire? Les fiançailles étaient annoncées, les familles avaient donné leur bénédiction, la société attendait ce mariage. La tante d'Élise, qui servait de chaperon depuis la mort de ses parents, observait la scène avec approbation. Le comte a tout à fait raison. Ma chère, une jeune épouse doit s'en remettre au jugement de son mari. C'est ainsi que l'on construit un foyer harmonieux. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Élise relut la dernière lettre de Gabriel. Contrairement aux missives formelles et impersonnelles du comte, celle de Gabriel était pleine de questions, de réflexions, d'observations sur le monde. Il lui demandait son avis, s'intéressait à ses pensées, à ses lectures. « J'ai visité cette exposition dont nous avions parlé », écrivait-il. « J'aurais aimé connaître votre impression sur le tableau de Delacroix. Votre sensibilité aux couleurs m'a toujours impressionné. » Ces mots résonnaient en elle comme une reconnaissance de son être profond, de sa capacité à penser, à ressentir, à exister en dehors du rôle qu'on lui assignait. Pendant ce temps, Gabriel avait entrepris de fréquenter plus assidûment les cercles proches du comte d'Aubry, non par plaisir mais par nécessité. Il voulait comprendre quel genre d'homme allait épouser Élise. Ce qu'il découvrait ne le rassurait guère. Un soir, dans un club privé où se réunissait la haute société masculine, Gabriel surprit une conversation entre le comte et un de ses amis. Alors d'Aubry, bientôt marié. « Comment trouve-t-on la vie de fiancé » demanda l'ami en riant. « Fort satisfaisante » répondit le comte en tirant sur son cigare. « Mademoiselle de Montfaucon est exactement ce que je recherchais, bien née, bien éduquée, et suffisamment malléable pour faire une épouse convenable. »« Malléable » répéta l'ami, avec un sourire entendu. « Une qualité essentielle, mon cher. Je n'ai pas besoin d'une femme qui discute mes décisions ou qui ait des opinions trop marquées. J'ai besoin d'une maîtresse de maison qui sache recevoir, d'une mère pour mes futurs enfants et d'une compagne qui sache rester à sa place. » Gabriel dut se faire violence pour ne pas intervenir. Il quitta le club peu après, l'esprit en ébullition. Le lendemain, il se rendit chez les Montfaucon sous prétexte de rapporter un livre emprunté. Élise étant sortie avec sa tante, il fut reçu par la gouvernante, Madame Lefort, qui l'avait vu grandir et le traitait avec une familiarité que seule l'ancienneté de ses services autorisait. « Vous avez l'air soucieux, monsieur le duc » remarqua-t-elle en lui servant une tasse de thé. « Je m'inquiète pour Élise » admit Gabriel, sachant qu'il pouvait parler librement à cette femme discrète et loyale. « Madame Lefort soupira. Vous n'êtes pas le seul. Ce comte, il est irréprochable, certes, mais quoi, Madame Lefort ?» La gouvernante hésita, puis se décida. « L'autre jour, j'ai surpris une conversation entre lui et mademoiselle. Il lui expliquait comment elle devrait s'habiller après leur mariage, quels livres elle pourrait lire, quelle personne elle serait autorisée à fréquenter. Tout cela dit avec le plus grand calme, comme s'il s'agissait de l'évidence même. Gabriel sentit son cœur serrer. Et qu'a répondu Élise? « Rain, monsieur le duc. Elle a simplement baissé les yeux, mais j'ai vu son visage. Elle semblait éteinte. » Cette image d'Élise, yeux baissés, acceptant en silence les directives de son futur époux, hanta Gabriel pendant des jours. Il continua d'observer le comte, de recueillir des informations, de tisser le portrait d'un homme dont la courtoisie masquait une volonté de contrôle absolu. Lors d'un dîner chez les Valmont, Gabriel fut placé non loin d'Élise et du comte. La conversation tournait autour des récentes réformes sociales et quelqu'un évoqua les mouvements féminins qui commençaient à réclamer plus de droits pour les femmes. « Quelle absurdité !» déclara le comte avec un sourire condescendant. « Les femmes ont besoin de protection, pas de droits supplémentaires. Une femme heureuse est une femme bien dirigée. » Gabriel observa attentivement Élise à cet instant. Elle souriait poliment comme toujours, mais il y avait dans ses yeux une lueur nouvelle, une sorte de compréhension douloureuse. Pour la première fois, elle semblait entendre vraiment les mots du comte, saisir leur véritable signification. Une femme heureuse est une femme bien dirigée. La phrase résonna dans le salon comme un aveu involontaire, révélant la vision du monde du comte d'Aubry avec une clarté brutale. Plus tard dans la soirée, Gabriel parvint à s'approcher d'Élise pendant que le comte était engagé dans une conversation avec leur hôte. « Comment allez-vous, Élise » demanda-t-il doucement. «
Bien, je vous remercie, répondit-elle automatiquement, puis baissant la voix, vos lettres. Elles sont comme une fenêtre ouverte dans une pièce close. Avant qu'il puisse répondre, le comte revint vers eux, plaçant possessivement sa main sur le bras d'Élise. À Saint-Clé, vous tenez compagnie à ma fiancée. C'est fort aimable à vous. Le regard qu'il posa sur Gabriel était courtois mais vigilant, celui d'un homme qui surveille ce qui lui appartient. Les jours suivants apportèrent une nouvelle qui accéléra le cours des événements. Le comte annonça que la date pour la signature de la dot avait été fixée 3 semaines plus tard. Cette cérémonie, qui précédait le mariage lui-même, rendrait l'engagement pratiquement irrévocable. Nous signerons le 15 mai, déclara-t-il lors d'une visite chez les Montfaucon. J'ai déjà prévenu le notaire et invité les témoins. Ce sera une petite cérémonie, suivie d'un déjeuner pour la famille proche. Élise sentit le temps se resserrer autour d'elle comme un étau. 3 semaines. Dans 3 semaines, son destin serait scellé, sa vie tracée selon les plans minutieux du comte d'Aubry. Ce soir-là, elle écrivit à Gabriel une lettre plus longue et plus personnelle que les précédentes. Elle y parlait de ses craintes, de ses doutes, de cette sensation d'étouffement qui grandissait en elle. Je me demande parfois, écrivait-elle, si être visible aux yeux d'un seul ne vaut pas mieux qu'être invisible aux yeux de tous. Le lendemain de l'annonce de la date de signature, le comte d'Aubry fit une proposition qui prit Élise au dépourvu. Ma tante la comtesse de Bréval vous invite à passer 2 semaines dans son château en Normandie, annonça-t-il lors de sa visite quotidienne. L'air marin vous fera le plus grand bien avant les cérémonies à venir. Élise hésita. 2 semaines, mais la signature de la dot. Vous serez de retour 3 jours avant, précisa le comte avec un sourire rassurant. Ma tante a une couturière exceptionnelle qui pourra finaliser votre trousseau. Et puis, ajouta-t-il en baissant légèrement la voix, il est de bon ton qu'une fiancée prenne un peu de distance avant les engagements définitifs. Cela donne du poids à la réunion. La tante d'Élise, présente comme toujours lors de ces entretiens, approuva immédiatement. Quelle excellente idée! La comtesse de Bréval est connue pour son goût exquis, et un peu d'air marin fortifiera notre Élise. Ainsi fut-il décidé, sans qu'Élise ait véritablement son mot à dire. 3 jours plus tard, elle montait dans une berline confortable, accompagnée d'une dame de compagnie choisie par le comte, direction la Normandie. Avant son départ, elle avait réussi à glisser un mot à Gabriel par l'intermédiaire de Madame Lefort. Un simple billet qui disait « Je pars pour la Normandie, château de Bréval, 2 semaines ». Et le voyage fut long et silencieux. La dame de compagnie, Madame Duroc, parlait peu et observait beaucoup. Élise comprit rapidement qu'elle était là autant pour la surveiller que pour lui tenir compagnie. Le château de Bréval, imposante bâtisse de pierre grise surplombant la mer, apparut enfin au détour d'une route bordée de hêtres. La comtesse, une femme âgée au visage sévère mais pas dépourvue de bonté, accueillit Élise avec une politesse distante. « Mon neveu m'a beaucoup parlé de vous, dit-elle en examinant Élise de la tête aux pieds. Il semble avoir fait un choix judicieux. » Les jours s'écoulèrent, lentement. Élise passait ses matinées en essayages interminables pour son trousseau, ses après-midi en promenade surveillée dans le parc, et ses soirées à écouter la comtesse évoquer les traditions familiales des d'Aubry, qu'elle serait bientôt tenue de respecter. La maîtresse de maison chez les d'Aubry, expliquait la vieille dame, se lève toujours avant son époux pour vérifier que le petit déjeuner est correctement préparé. Elle ne sort jamais sans son autorisation et tient un livre de comptes qu'il vérifie chaque semaine. Chaque nouvelle règle, chaque nouvelle contrainte s'ajoutait au poids qui pesait sur les épaules d'Élise. Dans sa chambre le soir, elle relisait les lettres de Gabriel qu'elle avait emportées en secret, comme des talismans contre l'avenir qui se dessinait pour elle. Une semaine passa ainsi, puis un événement inattendu vint rompre la monotonie des jours. Un messager arriva au château, porteur d'une lettre urgente pour Élise. La comtesse, fidèle à son rôle de chaperon, l'ouvrit et la lut avant de la lui remettre. « C'est de mon neveu, dit-elle en tendant la lettre à Élise. Il vous informe que la signature de la dot est avancée de 3 jours en raison d'un voyage d'affaires imprévu. Nous devrons donc rentrer à Paris plus tôt que prévu. » Élise prit la lettre d'une main tremblante. Effectivement, le comte annonçait ce changement de programme avec sa précision habituelle. Mais il y avait autre chose, une phrase qui attira son attention. « J'ai appris que certaines personnes profitaient de mon absence pour vous importuner de leurs attentions. Soyez assurés que j'y mettrai bon ordre dès votre retour. » Ces mots, apparemment anodins, firent naître une angoisse sourde chez Élise. De qui parlait-il? De Gabriel. Comment avait-il découvert leur correspondance? Pendant ce temps à Paris, Gabriel n'était pas resté inactif. Dès qu'il avait appris le départ d'Élise pour la Normandie, il avait compris la manœuvre du comte, l'éloigner de toute influence extérieure avant la signature définitive. Il avait alors entrepris de rassembler des informations plus précises sur Henri d'Aubry.
Utilisant ses relations et sa position, il avait découvert des faits troublants sur le passé du comte, une première fiancée qui avait rompu leurs engagements dans des circonstances mystérieuses, des rumeurs de comportement tyrannique envers ses domestiques, une réputation d'intransigeance dans les affaires qui confinait parfois à la cruauté. Plus inquiétant encore, Gabriel apprit que le comte avait engagé discrètement quelqu'un pour surveiller les allées et venues autour de la maison des Montfaucon. C'était probablement ainsi qu'il avait eu vent de leurs échanges de lettres. Gabriel rédigea immédiatement un message à l'attention d'Élise, l'avertissant de ses découvertes et l'exhortant à la prudence. Mais comment le lui faire parvenir en Normandie sans éveiller les soupçons? La solution vint sous la forme d'un jeune cousin d'Élise, Édouard, qui se rendait justement dans la région pour affaires. Gabriel lui confia la lettre, soigneusement cachée dans un livre qu'il prétendait renvoyer à Élise. À Bréval, Élise reçut ce livre avec une surprise feinte devant la comtesse. « Mon cousin est si attentionné, dit-elle en découvrant le nom d'Édouard sur la carte jointe. Ce n'est que plus tard, seule dans sa chambre, qu'elle découvrit la lettre de Gabriel cachée entre les pages. Ce qu'elle y lut confirma ses pires craintes. Le comte n'était pas simplement un homme à l'esprit rigide. Il était potentiellement dangereux dans sa volonté de contrôle. La signature imminente de la dot prendrait une dimension nouvelle, celle d'un piège se refermant sur elle. Cette nuit-là, Élise ne dormit pas. Pour la première fois, elle envisagea clairement ce que signifiait refuser ce mariage. Le scandale, la déception de sa famille, peut-être même des difficultés financières. Mais n'était-ce pas préférable à une vie entière d'effacement et de soumission? À l'aube, sa décision était prise. Elle ne savait pas encore comment elle procéderait, mais une chose était certaine, elle ne signerait pas ce contrat. Elle ne se laisserait pas diriger. 2 jours plus tard, la berline qui ramenait Élise et sa dame de compagnie franchissait les portes de Paris. Le lendemain aurait lieu le déjeuner formel précédant la signature de la dot. L'heure de vérité approchait. Le jour de la signature se leva sous un ciel parisien d'un gris uniforme, ni tout à fait menaçant, ni vraiment clément. Un temps indécis, comme suspendu entre 2 états, à l'image des sentiments qui agitaient Élise. Elle s'habilla avec un soin particulier ce matin-là, choisissant une robe d'un bleu profond, presque sévère, plutôt que les tons pastels qu'elle portait habituellement. Ses cheveux, généralement arrangés en boucles souples selon la mode, furent tirés en un chignon strict qui accentuait la détermination nouvelle de son regard. « Vous êtes bien pâle, ma nièce », remarqua sa tante en la voyant descendre. « Et cette robe, n'est-elle pas un peu austère pour une telle occasion ?»« Elle me convient parfaitement », répondit Élise d'une voix calme mais ferme qui surprit sa tante. Le déjeuner devait avoir lieu à midi précis chez le notaire maître d'Herville, qui avait fait préparer une collation dans son cabinet après laquelle les documents seraient signés. Serait présent le comte d'Aubry, bien sûr, la tante d'Élise en tant que tutrice légale, 2 témoins choisis par le comte et Gabriel, que la tante d'Élise avait désignés comme témoins de leur côté, ignorant la correspondance secrète entre lui et sa nièce. À 11h30, le carrosse du comte vint les chercher. Henri d'Aubry, impeccable dans son habit noir, aida Élise à monter avec sa courtoisie habituelle. « Vous êtes ravissante, ma chère, dit-il mécaniquement, sans vraiment la regarder. Puis, baissant la voix pour que la tante n'entende pas, « J'espère que votre séjour en Normandie vous a permis de réfléchir à certaines distractions inappropriate. » Élise soutint son regard sans ciller. « J'ai beaucoup réfléchi, en effet. » Quelque chose dans le ton d'Élise dut alerter le comte, car il l'observa plus attentivement, fronçant légèrement les sourcils avant de se tourner vers la tante pour engager une conversation banale sur le temps. Le cabinet de maître d'Herville, situé dans un hôtel particulier de l'île Saint-Louis, était une pièce austère aux boiseries sombres et aux lourds rideaux de velours. Une table ovale avait été dressée pour le déjeuner, avec une précision qui reflétait le caractère formel de l'événement. Gabriel était déjà là quand ils arrivèrent, échangeant quelques mots avec le notaire. Leurs regards se croisèrent brièvement quand Élise entra, et elle y lut une question muette. Avait-elle pris sa décision? Les convives prirent place autour de la table, le comte plaçant stratégiquement Élise loin de Gabriel. Le déjeuner commença dans une atmosphère feutrée, les conversations tournant autour de sujets neutres, le temps, les dernières représentations à l'opéra, les projets de rénovation urbaine du baron Haussmann. Élise parlait peu, observant chaque personne autour de la table. Sa tante, satisfaite d'avoir assuré un beau mariage à sa nièce orpheline. Les témoins du comte, 2 hommes d'affaires à l'air important qui parlaient d'elle comme d'un investissement réussi. Le notaire, concentré sur les documents qu'il présenterait bientôt. Gabriel, dont le regard revenait sans cesse vers elle, attentif au moindre signe. Et le comte parfaitement à l'aise, dirigeant la conversation comme il entendait diriger leur vie commune. Vers la fin du repas, alors que les domestiques servaient le café, maître d'Herville se leva pour annoncer qu'il passerait bientôt à la signature. « Les documents sont prêts » dit-il en désignant une table adjacente où étaient disposés plusieurs feuillets.
Nous pourrons procéder dès que vous aurez terminé votre café. » C'est à ce moment précis que Gabriel fit un geste qui attira l'attention de tous. Lentement, délibérément, il retira ses gants et les déposa sur la table devant lui. Dans le code silencieux de l'étiquette aristocratique, ce geste signifiait qu'il était prêt à parler avec une franchise totale, sans les filtres habituels de la politesse. Le comte le remarqua immédiatement et se raidit imperceptiblement. « Avez-vous quelque chose à dire, Sinclair ?» demanda-t-il d'un ton froidement poli. Mais avant que Gabriel puisse répondre, Élise prit la parole. Sa voix était calme, claire, sans tremblement. « J'ai quelque chose à dire, déclara-t-elle en regardant directement le comte. Je ne signerai pas ces documents aujourd'hui. » Un silence stupéfait s'abattit sur l'assemblée. La tante d'Élise porta une main à sa gorge, les témoins échangèrent des regards embarrassés, le notaire se figea, une plume à la main. « Ma chère, intervint le comte avec un sourire contraint, vous êtes nerveuse, c'est compréhensible. Mais tout est arrangé, les invitations pour le mariage sont déjà, je ne serai dirigé par personne, l'interrompit Élise toujours avec ce même calme. Ni par vous, ni par quiconque. J'ai compris pendant ces semaines ce que signifierait vraiment ce mariage, et je ne peux l'accepter. » Le comte se leva brusquement, le visage soudain durci. « C'est ridicule, vous ne savez pas ce que vous dites. Votre tante, ma nièce est majeure, » intervint la tante d'Élise, surprenant tout le monde, y compris elle-même. Elle avait observé Élise pendant ce déjeuner, notant sa dignité nouvelle, sa détermination tranquille. Si elle refuse, nous devons respecter sa décision. Henri d'Aubry regarda autour de lui, cherchant un soutien qui ne vint pas. Même ses témoins semblaient mal à l'aise, évitant son regard. Finalement, il se tourna vers Gabriel, les yeux plissés de colère. « C'est votre œuvre, n'est-ce pas? Vous l'avez influencée contre moi. » Gabriel secoua lentement la tête. « Non, monsieur le comte, je n'ai fait que la voir, vraiment la voir, quelque chose que vous n'avez jamais pris la peine de faire. » Le comte resta un moment immobile, comme s'il pesait ses options. Puis, avec une raideur qui trahissait sa fureur contenue, il s'inclina brièvement devant l'assemblée. « Dans ce cas, je n'ai plus rien à faire ici. Mademoiselle, madame, messieurs, je vous salue. » Il quitta la pièce d'un pas raide, laissant derrière lui un silence pesant que le notaire rompit en tout sautant nerveusement. « Eh bien, je suppose que nous n'aurons pas besoin de ces documents aujourd'hui. » Élise se leva à son tour, soudain légère malgré la gravité de ce qui venait de se passer. Elle se tourna vers sa tante, qui la regardait avec un mélange de consternation et étrangement de respect nouveau. « Je suis désolé pour l'embarras que je vous cause, ma tante, mais je ne pouvais pas faire autrement. » Puis elle se dirigea vers la porte. Gabriel la suivit et dans le vestibule lui offrit son bras. Ce geste simple, ce bras tendu n'était pas une prise de possession comme celui du comte. C'était une offre, un soutien proposé, mais non imposé. Élise hésita un instant puis posa sa main sur le bras de Gabriel. Ensemble, ils sortirent dans la rue grise où, curieusement, quelques rayons de soleil commençaient à percer les nuages. Les semaines qui suivirent la rupture des fiançailles furent étrangement calmes. Le scandale attendu n'éclata pas vraiment. Le comte d'Aubry, soucieux de sa réputation, fit circuler discrètement l'information qu'il avait lui-même rompu l'engagement après avoir découvert une incompatibilité de caractère. La haute société parisienne, habituée aux non-dits et aux arrangements, accepta cette version sans trop poser de questions. Élise se retira temporairement de la vie sociale non par honte, mais par nécessité. Elle avait besoin de temps pour se retrouver, pour comprendre qui elle était vraiment en dehors des attentes des autres. Sa tante, après le choc initial, s'était révélée étonnamment compréhensive. « Je ne vous comprends pas entièrement, ma nièce, » avait-elle dit quelques jours après l'incident chez le notaire, « mais je respecte votre courage. Peut-être aurais-je dû en avoir autant à votre âge. » Quant à Gabriel, il s'était montré d'une discrétion parfaite. Pas de déclaration précipitée, pas de tentative de prendre la place laissée vacante par le comte. Il lui écrivait régulièrement, mais ses lettres étaient différentes, maintenant plus ouvertes, plus égales, sans le secret qui avait caractérisé leur correspondance précédente. « Je ne veux pas être celui qui vous dirige, » écrivait-il dans l'une de ses lettres. « Je veux être celui qui marche à vos côtés, si vous le permettez. » Un mois après la rupture, Élise fit sa première apparition publique lors d'un concert à la salle Pleyel. Elle y alla accompagnée de sa tante et d'une cousine venue de province. Les regards curieux ne manquèrent pas de se tourner vers elle, mais elle les soutint avec une assurance nouvelle. Elle n'était plus la jeune fille effacée qui se fondait dans le décor. Elle existait pleinement, visiblement. Gabriel était présent ce soir-là, mais il se contenta de la saluer de loin, respectant l'espace dont elle avait besoin. Ce n'est qu'à l'entracte qu'il s'approcha, s'inclinant formellement devant les trois femmes. « Mesdames, quelle joie de vous voir.
Madame de Montfaucon, dit-il en s'adressant directement à Élise, utilisant son nom complet comme l'avait fait le marquis de Valmont, ce soir fatidique. Comment trouvez-vous l'interprétation de Chopin ce soir? Passionnée mais maîtrisée, répondit Élise avec un léger sourire, comme les meilleures choses de la vie. Leur conversation resta brève et publique, mais quelque chose avait changé entre eux. Une reconnaissance mutuelle, un respect nouveau qui n'existait pas dans leur ancienne amitié d'enfance. Le printemps arriva sur Paris, transformant la ville grise en un tableau de couleurs vives. Les marronniers fleurirent le long des boulevards, les jardins s'emplirent de promeneurs et Élise reprit progressivement sa place dans la société, mais différemment. Elle choisissait maintenant soigneusement où elle allait, qui elle voyait, ce qu'elle disait. Ce n'était plus par crainte ou par effacement, mais par conscience de sa propre valeur. Elle rencontrait Gabriel régulièrement, souvent en présence d'autres personnes, parfois pour de courtes promenades aux Tuileries, accompagnée de sa femme de chambre. Leur relation évoluait lentement, prudemment, construite sur des bases nouvelles. « Savez-vous ce qui m'a réveillé ce soir-là » lui demanda-t-il un jour alors qu'il marchait sous les arbres en fleurs. « Ce n'est pas tant que le marquis vous ait nommé. C'est la façon dont votre visage s'est transformé quand quelqu'un vous a enfin vu. » Élise s'arrêta un instant, touchée par cette observation. « J'ai passé tant d'années à essayer d'être invisible, croyant que c'était ce qu'on attendait de moi. Être vue. C'était comme respirer pour la première fois. » Au début de l'été, la duchesse de Langeais, une femme d'un certain âge respectée pour son esprit indépendant, organisa un dîner auquel Élise fut conviée. Ce n'était pas une réception ordinaire, la duchesse était connue pour réunir des personnes qu'elle jugeait intéressantes, sans trop se soucier des conventions. En arrivant, Élise découvrit que la duchesse avait institué une coutume particulière pour ses dîners. Au lieu de placer ses invités selon un plan préétabli, elle demandait à chacun d'écrire son nom sur une petite carte et de la placer où il souhaitait s'asseoir. « Ma chère, expliqua la duchesse à Élise avec un clin d'œil, je trouve que les gens conversent mieux quand ils choisissent leurs voisins plutôt que lorsqu'on les impose. » Élise prit la plume que lui tendait un domestique et d'une écriture ferme, inscrivit Élise de Montfaucon sur la carte. Pas mademoiselle de Montfaucon, pas la fiancée d'où la nièce de, juste son nom, son identité pleine et entière. Elle hésita un instant devant la table, puis plaça sa carte à côté de celle de Gabriel, qui l'observait de l'autre côté de la pièce avec un sourire discret. Le dîner fut l'un des plus agréables qu'Élise ait jamais connus. La conversation était vive, les idées circulaient librement, et pour la première fois, elle participa pleinement, exprimant ses opinions sans crainte d'être jugée ou corrigée. Après le repas, alors que les invités se dispersaient dans les salons adjacents pour le café, Gabriel rejoignit Élise près d'une fenêtre ouverte sur le jardin illuminé de lanternes. « Vous avez choisi de vous asseoir près de moi » dit-il simplement. « J'ai choisi » confirma-t-elle. « C'est différent, n'est-ce pas ? Choisir plutôt qu'être choisi ou placé. » Gabriel acquiesça, puis, avec une hésitation qui révélait l'importance du moment, il lui tendit la main. Pas le bras comme on l'offre à une dame pour la guider, mais la main comme on la tend à un égal. « Élise de Montfaucon, dit-il doucement, accepteriez-vous de faire une promenade dans ce jardin avec moi ?» Élise regarda cette main tendue, puis le visage de Gabriel. Dans ses yeux, elle ne vit ni possession ni contrôle, seulement une question sincère, un espoir. Elle plaça sa main dans la sienne. « J'accepte, Gabriel de Saint-Clair. » Ensemble, ils descendirent les marches menant au jardin, où le parfum des roses se mêlait à l'air doux du soir. Deux silhouettes marchant côte à côte, ni l'une devant l'autre, ni l'une derrière l'autre, juste ensemble, visibles dans la lumière dorée des lanternes. Un an après cette soirée chez la duchesse de Langeais, Paris s'éveillait sous un soleil radieux de début d'été. Dans le jardin du Luxembourg, Élise et Gabriel marchaient tranquillement, savourant la fraîcheur matinale avant que la chaleur de la journée ne s'installe. Élise n'était plus la même femme. La transformation qui avait commencé ce soir de pluie, lorsqu'un marquis l'avait nommée avec respect, s'était pleinement accomplie. Elle se tenait droite maintenant, son regard direct et serein, sa voix assurée. Elle avait appris à occuper l'espace qui lui revenait dans le monde, ni plus, ni moins. Gabriel aussi avait changé. L'ami d'enfance silencieux, le duc rigide qui observait la vie sans vraiment y participer, avait laissé place à un homme plus ouvert, plus présent. Il avait appris que le courage n'était pas seulement une affaire de bravoure physique ou de principes abstraits, mais aussi de vérité émotionnelle. « Savez-vous ce que m'a dit la comtesse de Bréval hier » demanda Élise en s'arrêtant près d'une fontaine où jouaient des enfants. « Elle m'a dit qu'elle avait rencontré le comte d'Aubry au théâtre. Il est fiancé à nouveau. » « Et comment vous sentez-vous à ce sujet » demanda Gabriel, attentif à sa réaction. Élise réfléchit un instant. « Je lui souhaite sincèrement d'être heureux, et j'espère que sa nouvelle fiancée saura se faire voir et entendre. » Gabriel sourit, touché par cette absence de rancune. « Vous avez un cœur généreux. » « Élise, j'ai surtout compris que la rancune est une autre forme de cage, répondit-elle. « Je préfère la liberté, sous toutes ses formes. »
Ils reprirent leur marche, leurs mains se frôlant occasionnellement dans un geste devenu familier. Leur relation s'était construite lentement, patiemment, sur des bases de respect mutuel et de choix conscients. Pas de précipitation, pas de possession, seulement une reconnaissance progressive de ce qu'ils pouvaient être l'un pour l'autre. « J'ai reçu une invitation intéressante ce matin, dit Gabriel après un moment. La duchesse de Langeais organise une réception pour l'ouverture du salon. Elle demande spécifiquement votre présence. J'irai avec plaisir, répondit Élise. J'apprécie son esprit libre. » Ils s'arrêtèrent près d'un banc à l'ombre d'un grand marronnier. Gabriel se tourna vers Élise, son expression soudain plus grave. « Élise, dit-il doucement, il y a quelque chose que je voudrais vous demander. » Elle le regarda, attentive mais sereine. « Je vous écoute. Depuis 1 an, nous avons appris à nous connaître vraiment. Pas comme des enfants qui grandissent côte à côte, pas comme des pièces sur un échiquier social, mais comme 2 personnes entières. » Il prit une profonde inspiration. « Je vous aime, non pas comme une possession ou une extension de moi-même, mais comme une personne que je vois pleinement et que je choisis librement. » Élise sentit son cœur s'accélérer, mais elle resta calme, présente dans ce moment précieux. « Je ne vous demande pas de vous effacer ou de vous soumettre, » continua Gabriel. « Je vous demande si vous accepteriez de construire une vie avec moi, en tant qu'égal, en tant que partenaire. » Un sourire lumineux éclaira le visage d'Élise. « Oui, » répondit-elle simplement. « Je choisis cela. Je vous choisis. » Gabriel prit sa main et y déposa un baiser léger. Pas un geste de possession, mais de connexion. Ensemble, ils quittèrent le jardin, marchant d'un même pas vers un avenir qu'ils avaient choisi de partager. Élise de Montfaucon, la femme qui s'était nommée elle-même visible pour toujours aux yeux du monde, et plus important encore, à ses propres yeux.